Mon cher président Habib El-Malki, messieurs les présidents d'université, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis et collègues, notre président El-Malki a fait un tableau très précis et très dense de la situation aggravée de la Méditerranée et des périls qui la menacent. Avant, je ne m'étendrai pas sur ces questions qui vont du reste être traitées tout au cours de la journée. Je veux simplement rappeler quelques points. Et je vais commencer par me souvenir d'un cours que je faisais à l'université de Valencia, Espagne, et sur la Méditerranée, et j'ai demandé une carte de la Méditerranée. Alors, ils ont cherché partout. Ils ont trouvé une carte de l'Afrique, ils ont trouvé une carte de l'Europe, ils ont trouvé une carte de l'Asie. Ils n'ont pas trouvé de carte de la Méditerranée. Et j'ai trouvé ça extrêmement symbolique. Bien entendu, les pays d'Europe du Sud appartiennent à l'Europe, mais ils appartiennent aussi à la Méditerranée. Bien entendu, les pays d'Afrique du Nord appartiennent à l'Afrique, mais ils appartiennent aussi à la Méditerranée. Bien entendu, les pays du Moyen-Orient appartiennent à l'Asie, mais ils appartiennent aussi à l'université. Et c'est cette appartenance qui est sous-estimée, qui est oubliée, qui est plutôt plus ou moins occultée, qu'il faut percevoir, clairement mettre en lumière. Il faut mettre en lumière la réalité géographique, culturelle, stratégique, politique, poétique et mythologique de la Méditerranée. Alors, simple rappel ici, mais que cette Méditerranée, on ne peut la concevoir que de façon complexe et pas unilatérale. On ne peut pas voir uniquement les harmonies méditerranéennes ou ne voir uniquement les conflits. La complexité de la Méditerranée, c'est qu'elle est une et diverse. D'ailleurs, vous savez, dans l'Antiquité, avant qu'elle soit unifiée par l'Empire romain, comme la Mare Nostrum, notre mer commune, c'était une succession de mers séparées qui était perçue de façon tout à fait distincte. Donc la Méditerranée, il a fallu du temps pour qu'elle construise son identité, mais dans sa diversité, il ne faut pas oublier que c'est une mer de communication, mais aussi une mer de conflit. Il ne faut pas oublier que c'est une mer de créativité, et d'une créativité énorme. C'est Paul Valéry qui disait « c'est la plus belle, la plus grande fabrique de civilisation de l'histoire humaine », mais en même temps que de destruction, à partir de la destruction de Carthage, sans parler des destructions des empires mésopotamiens et autres. Donc voilà, il faut concevoir cette Méditerranée comme un tout. Alors je sais qu'au cours de cette journée, vous parlerez de cette perte de centralité par rapport au monde, mais je crois aussi que vous parlerez de ce retour de la centralité par rapport à tout, méditerranéen du nord, du sud, de l'est. Et je pense que vous parlerez aussi de cette crise aiguë, d'ailleurs. Le président a donné les éléments essentiels qui s'entrecombinent et qui s'aggravent aujourd'hui. Et je pense que vous situerez tout cela dans la crise de la mondialité, dans la crise de la planète, dans la crise générale de l'humanité à notre époque. Alors, ce que je voudrais, moi, c'est indiquer ici quelques voies. Quelques voies, je n'ose pas dire de salut, quelques voies donc de résistance aux forces de désintégration ou d'incompréhension,
quelques voies, disons, qui nous acheminent vers quelque chose qui rendrait, qui réhumaniserait notre Méditerranée, qui établirait les liens nécessaires dont nous avons tous besoin. Alors, la première chose, et je l'ai un peu dit dans ce passage que vous avez vu, je pense qu'il ne faut pas considérer la Méditerranée seulement comme un tout économico-stratégique, je dirais prosaïque. Il faut la considérer comme quelque chose de profondément poétique, qui veut dire quelque chose qui nous prend au plus profond de nous-mêmes, et c'est pour ça que je dis, nous faut remédifier la Méditerranée. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que ça veut dire remédifier? Ça veut dire lui donner une maternité qui est essentielle, parce que quand nous pensons que nous sommes tous fils de cette mère, fils à travers une diversité inouïe, d'une culture qui aime l'huile d'olive, qui aime le soleil, qui aime le bleu, et qui aime les rapports humains, d'une culture très riche. Il faut penser que cette maternité devient une chose fondamentale. Je le disais, c'est une matrie, c'est-à-dire qui respecte nos patries différentes, mais qui est une substance et qui, à ce moment-là, nous permet de nous fraterniser. Car, je répète, vous avez vu dans l'image, dans le fond, dans le mot patrie, il y a le maternel et le paternel. Le paternel, c'est l'autorité. Là, il manque l'autorité justifiée. Mais le maternel, c'est ce qui fraternise les enfants. Notre chant national dit « Allons, enfants de la patrie ». Donc, nous devons nous sentir enfants de la Méditerranée. C'est un premier point qui me semble absolument capital, et nous pouvons penser qu'à travers tant de diversité, nous avons tant de mœurs et tant de traits culturels communs. La deuxième chose importante, c'est la conscience des vertus du monde méditerranéen, c'est-à-dire de ce qu'on peut appeler grosso modo le sud par rapport au nord. Parce qu'il y a une vision imposée par ce qu'on peut appeler le nord, qui voit le sud comme un lieu d'arriération et comme un lieu qui doit mériter le développement. Or, je pense que ce terme d'arriération, s'il a quelques vertus économiques, n'a pas du tout de vertu culturelle, car alors que le Nord, je veux dire les pays du Nord européen au départ, que le Nord s'est lancé dans la course à l'industrialisation, à la productivité, à la rentabilité, à la hégémonie du calcul, à tous ces éléments qui ont contribué, bien entendu, à son essor et à son hégémonie économique, il considère, et d'ailleurs on l'a vu quand il y a eu l'affaire de la Grèce par rapport aux institutions européennes, que disaient les Nords, les Allemands et les autres, en disant vous êtes des paresseux, vous ne voulez rien faire, c'est-à-dire de considérer des traits culturels de civilisation qui sont le goût de l'extraversion, le goût de la place publique, le goût du repos et pas seulement du travail acharné, le goût que tout n'est pas dans la vie à faire de calcul, toute une série de traits qui du reste font que quand les touristes du Nord viennent dans les pays méditerranéens, ils trouvent cette détente, ce repos, cette convivialité qu'ils n'ont plus. Donc, si vous voulez, il y a des vertus qui nous restent dans le Sud. Et ces vertus, il ne faut pas les laisser se détruire, parce que certainement, le Nord apporte des choses, mais le développement est une notion qu'il faut elle-même complexifier. Le développement n'est pas qu'une chose techno-économique qui s'impose, parce que nous avons vu que quand on impose ces normes techno-économiques, elles dissolvent les structures traditionnelles de communauté et de solidarité. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que le mot de développement
soit complété par le mot d'enveloppement. Il faut que les individus, certes, accèdent à une autonomie, et ça c'est une conquête évidemment des pays du Nord, mais il faut aussi que des liens, non seulement des liens traditionnels, mais des liens nouveaux soient maintenus entre les gens, parce que le Nord tente à détruire toute solidarité par un individualisme et une recherche effrénée du profit. Donc, vous avez des vertus méditerranéennes à sauvegarder, vous avez cette notion de développement qu'il faut complexifier, et du reste, j'ai été frappé au Maroc que depuis quelques années, votre souverain, j'allais dire notre souverain, a insisté sur la notion de développement humain. Il faut rajouter le mot humain et à cette chose. Bien entendu, je ne veux pas opposer d'une façon manichéenne le Nord au Sud. Je sais que le Nord a apporté des choses importantes, notamment le droit des femmes. Je sais qu'il y a une domination de tradition patriarcale qui opprime les femmes et même les jeunes. Je sais qu'il y a des facteurs d'émancipation qui viennent du Nord, mais je pense que dans le fond, nous sommes très bien placés pour chercher la synthèse, pour chercher la combinaison, pour chercher le compromis entre les vertus du Nord et les vertus de notre Sud méditerranéen. Alors, donc, je dirais que ce qui est très important du point de vue, vous savez que dans tout être humain, il y a, disons, comme un double logiciel. Un logiciel du moi, je, qui est égocentrique, et un logiciel du toi et du nous. Et que dans le fond, se réaliser comme humain, c'est de développer les deux, développer l'autonomie individuelle, la réalisation de soi, mais toujours dans un cadre qui soit de communauté, la famille, la patrie, les amis, etc. Donc, si vous voulez, c'est ça, un peu, c'est cette synthèse si je cherche à travers le développement effréné de techno-économique du monde, et ce que nous pouvons, nous, essayer d'apporter aux autres. Alors, ça c'était le point important. Et un autre point important, c'est sauver et développer le meilleur de ce qu'ont produit les civilisations méditerranéennes. Et qu'est-ce que c'est ce meilleur? Du point de vue, disons, de l'esprit. Ce meilleur, c'est l'universalité. Cette universalité, nous la voyons déjà apparaître chez Akhenaton, cet ancien pharaon, qui a instauré, dans le fond, le Dieu solaire unique, c'est-à-dire un Dieu unique pour tous les hommes. Et cette universalité, c'est manifesté dans les religions monothéistes, notamment christianisme et islam, qui s'adressent à tous les hommes, quels qu'ils soient. Potentiellement, le judaïsme aurait pu le faire, mais son prosélytisme a été étouffé par la domination du christianisme. Mais enfin, il y a quelque chose d'universaliste dans ces religions et qui a été repris dans les philosophies, que ce soit les philosophies, disons, du Sud, d'Averroès, dans les philosophies des grands philosophes arabes, et que ce soit évidemment dans la philosophie grecque, que dans la philosophie latine de Lucrèce et d'autres. Nous voyons quelque chose qui est universel. Terence, le poète, disait je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et il y a ce souci que nous, tout en étant d'une culture, nous appartenons à l'ensemble de l'humanité, et je pense que cette source d'universalité, il nous faut la maintenir. Il faut penser que, après Paul, dans le fond fondateur du christianisme, que disait-il? Il disait il n'y a plus de juifs ni de gentils. Les gentils, c'est tous les autres. C'est-à-dire, il n'y a plus, nous sommes tous des humains. Et je pense que la Renaissance italienne, avec Erasme, avec Montaigne, et puis tout ce qui est issu de cette Renaissance, a aussi manifesté cette
universalité. Montaigne disait « Je vois en tout homme mon compatriote ». Et Montaigne était un Méditerranéen, puisqu'au moins sa famille maternelle était venue d'Espagne. Donc, si vous voulez, il y a cette idée fondamentale, et je pense que ce qui est important, c'est que avec cette renaissance, s'est développée une pensée interrogative qui s'est mise à interroger le monde, et d'où est née la science, qui s'est mis à interroger Dieu, qui s'est posé qu'est-ce qui est créatif dans la nature, d'où la réponse de Spinoza qui a introduit la créativité divine au sein de la nature elle-même. Vous pensez qu'il ne cesse que de s'interroger sur notre destin, pourquoi nous sommes-nous sur Terre, que faisons-nous, et disons, cette pensée dont toutes les racines sont méditerranéennes, cette pensée qui a je dirais qu'a commencé avec le grand Héraclite du VIe siècle avant notre ère, et qui disait, en parlant de l'humanité, éveillés, nous dormons, c'est-à-dire conscience que nous sommes des êtres qui sommes à la fois lucides et en même temps plongés dans une sorte d'état de possession. Donc, voilà, à mon avis, les vertus de la Méditerranée. Et je crois que, dans le fond, aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est-à-dire la Méditerranée est plongée dans une aventure, cette aventure de la mondialisation qui se poursuit, et si on fait quelques rêveries prospectives, nous voyons deux branches se dégager du même processus. Ces deux branches, l'une est une branche qu'on peut appeler catastrophique. Pourquoi? Eh bien, parce que nous savons que le problème de la biosphère, le problème écologique, est celui de la dégradation continuelle de la vie dans notre planète. Nous avons appris ça depuis le rapport Meadows de 1970. Ceci arrive lentement dans les consciences, mais nous en sentons les effets, pas seulement dans l'extérieur, pas seulement dans notre pauvre mère qui est en train d'être assassinée, de mourir de vie, comme du reste aussi l'Atlantique, mais nous avons cette dégradation dans les pollutions urbaines, nous avons cette dégradation dans les pollutions rurales, due à la destruction des sols sous l'effet de la monoculture. Nous avons donc partout un problème de fond qui se pose. Et alors, si nous avons cette dégradation, si le changement climatique provoque des inondations, s'il provoque des migrations, déjà nous voyons à quel point les migrations eux-mêmes sont très mal perçues par les pays où les migrants malheureux fuyant les guerres ou fuyant la famine cherchent l'asile. Nous pensons que cette crise écologique provoquera des crises humaines, des crises sociales, des crises politiques. Et déjà, nous sommes dans un monde, vous l'a dit très bien le président, où ce qu'on appelle populiste, c'est-à-dire des formes néo-autoritaires issues d'une crise générale et mondiale des démocraties, nous voyons des dangers politiques qui s'annoncent eux-mêmes liés à la crise écologique. Et de plus, les armes nucléaires se multiplient, d'autres armes apparaissent, dont la dernière est l'arme informatique qui permettrait les pirates de détruire, plutôt de paralyser toute une société en touchant ses communications par Internet. Nous sommes dans une époque de danger où les esprits se referment et où il y a ce côté que j'estime tragique, c'est qu'au lieu de prendre conscience de la communauté de destin du genre humain aujourd'hui dans cette époque, parce qu'il est dans les mêmes problèmes, les mêmes périls, les esprits se referment chacun sur sa propre identité particulière, singulière, voire religieuse ou ethnique. Alors que justement, nous, quand nous faisons un effort pour nous penser méditerranéens, nous nous ouvrons
nous restons pas seulement dans notre identité ethnique, nous ouvrons à une identité méditerranéenne, elle-même porteuse d'universalité, qui elle-même nous permet de nous intégrer dans la communauté de destin du genre humain. Donc, voilà quelque chose qui nécessite, je dirais presque une réforme de l'esprit, une réforme des esprits, pour comprendre à quel point notre appartenance méditerranéenne peut non pas nous fermer sur la Méditerranée, bien entendu, nous permet de mieux nous consacrer à nos problèmes vitaux, mais en même temps savoir que ces problèmes sont ouverts sur les problèmes du reste du monde. Alors, ça c'est une des perspectives. L'autre perspective produite par le même développement scientifico-techno-économique qui constitue les moteurs qui font avancer le vaisseau spatial Terre, l'autre c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Là c'est une vision dans laquelle l'homme se trouve augmenté dans ses pouvoirs, augmenté parce que désormais il va avoir à son service des robots, l'intelligence artificielle, la ville intelligente qui fonctionnera toute seule, l'appartement intelligent qui fonctionnera tout seul, la voiture intelligente, etc. Un monde d'objets qui est automatisé et une société apparemment harmonieuse. Or, dans cette vision, c'est certain qu'il y a des possibilités énormes qui se développent, mais de croire que ce type de possibilités aujourd'hui, qui ne serait réservé qu'à une élite, alors que le reste de l'humanité couperait dans les conflits et dans la misère, il faut voir que cette possibilité de l'ordre augmenté oublie une chose fondamentale, oublie que tout en étant très puissant, oublie la fragilité humaine. La fragilité humaine, c'est que nous sommes des êtres de sentiments capables d'éprouver des douleurs, des joies profondes dans nos relations, capables de souffrir quand quelqu'un de cher disparaît, capable, même si nous prolongeons la vie, nous n'éviterons pas la mort. L'humanité, l'homme est un être à la fois fragile et tout en même temps au cœur de sa puissance, mais ne pas l'oublier. Et d'autre part, je pense que l'idée purement quantitative d'augmenter les pouvoirs de l'homme oublie la question qualitative, c'est-à-dire améliorer les relations entre humains, améliorer les relations affectives, améliorer les relations spirituelles. Disons aujourd'hui, le problème le plus urgent, quand on voit les risques de toutes sortes qui se profilent dans l'horizon, et même qui ont déjà commencé, quand on voit le déchaînement de fanatisme, de refermeture, nous nous disons l'important, mais qu'est-ce qui peut améliorer notre compréhension les uns et les autres? Donc nous avons besoin d'une réforme éthique, d'une réforme spirituelle fondamentale. Et donc là aussi, nous avons chez nos penseurs, nous avons dans notre tradition de philosophes, nous avons les ressources de pouvoir développer cela. Maintenant, je conclue parce qu'il ne faut pas être trop long. Je conclue. Il faut penser que nous, Méditerranéens, dans le sens où nous sommes nous-mêmes interdépendants d'une aventure qui est celle de l'humanité dans son ensemble. Cette aventure qui a toujours été inconnue. C'est d'ailleurs inconnu dans l'étape suivante, a toujours été inconnu. Il est certain que les hommes, les premiers humains de l'espèce Homo sapiens, qui étaient des chasseurs-ramasseurs vivant dans les petites sociétés, ne s'imaginaient jamais qu'il y aurait de l'humanité une société avec l'agriculture, avec des villes, avec des États. Et quand les nations ont été créées, on ne pensait jamais qu'un processus d'ère planétaire avait commencé avec la conquête de l'Amérique de Christophe Colomb et les navigations de Vasco de Gama. Donc, et du reste, les découvertes en Chine de la flotte chinoise. Alors, nous pensons, aujourd'hui, nous devons penser un peu à cette aventure, donc la prochaine
dont le cours futur est inconnu. Et dans cette aventure dont nous ne pouvons pas prévoir le sens qui peut-être conduira à je ne sais quelle métamorphose, dans cette aventure, nous devons penser à cette vieille parole du philosophe Héraclite encore qui disait « Concorde et discorde sont père et mère de toutes choses ». Effectivement, quand nous voyons l'histoire de l'univers, l'histoire de la vie, l'histoire de l'humanité, nous voyons le lien et le conflit entre les forces d'union, les forces de cohésion, les forces de vision, d'amitié, d'amour, et les forces de conflit, de destruction et de mort. Nous sommes dans cette aventure, nous ne pouvons pas y échapper, nous pouvons espérer d'améliorer la situation des forces d'union, de ce que l'on peut appeler en grec l'éros, c'est-à-dire les forces d'amour, et de les rendre dominantes par rapport aux forces de destruction et de mort. Nous devons prendre ce parti, et ce parti en tant que Méditerranéen, et surtout, d'abord, pour la Méditerranée, puisque justement aujourd'hui, ce sont les forces de désunion, de désintégration qui dominent, et que nous devons rassembler nos énergies et le faire le maximum pour nous, qui sommes des porteurs de ces forces d'union, agir dans la conjoncture dans laquelle nous sommes. Donc, je dirais, pour conclure mon exposé, et je suis prêt à intervenir quand vous voulez, s'il y a d'autres points, disons, nous prenons le parti de la concorde. Nous prenons le parti de la concorde méditerranéenne. Nous prenons le parti de la concorde universelle. Voilà un peu le défi qui nous est lancé. Et voilà un peu, à mon avis, dans quelle voie. Ce ne sont pas des solutions, ce ne sont pas des programmes que je vous indique, mais simplement essayons d'aller vers cette voie. Je vous remercie.